Bonsoir chers téléspectateurs qui me retrouvent pour la suite de notre lecture, à savoir Par-delà bien et mal de Friedrich Nietzsche, du célèbre philosophe et poète allemand. C'est une œuvre composée de 9 parties. Nous avons actuellement lu précédemment la partie sur les préjugés des philosophes et nous sommes en ce moment sur la deuxième, à savoir le libre d'esprit. Nietzsche s'y oppose, comme le dogmatisme de ces philosophes. Bien sûr, n'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Nous poursuivons notre lecture sur le libre d'esprit. C'est parti. Ce qui passe le plus mal d'une langue dans une autre, c'est le rythme de son style, qui tient au caractère de la race, ou pour exprimer en termes plus physiologiques, le rythme moyen de son métabolisme. Il est des traductions honnêtes qui sont presque des trahisons, qui banalisent involontairement l'original, simplement parce qu'elles échouent à rendre son rythme hardi et joyeux, qui court et saute au-delà de tous les périls des mots et des choses. L'allemand, dans sa langue, est à peu près inapte au presto. On en conclura d'ailleurs avec justesse qu'il n'est pas moins inapte au nombre des nuances. Les plus esquises et les plus audacieuses de la pensée libre et de la pensée émancipée. De même que le bouffon et le satyre sont étrangers à son corps et à sa conscience, de même qu'Aristophane et Pétrone sont intraduisibles pour lui. Tout ce qui est compassé, embourpé, pesamment solennel, tous les genres de styles empoulés et fastidieux se sont surabondamment développés chez les Allemands. Les Allemands, qu'on me pardonne de dire qu'avec la même prose de Goethe, ne fait pas exception avec son mélange de raideur et de grâce, elle est le miroir du bon vieux temps auquel elle appartient, une expression du goût allemand, à l'époque où il existait encore un goût allemand, lequel était un goût rococo. Lessing constitue d'ailleurs une exception grâce à son tempérament d'acteur. Ce n'est pas pour rien qu'il traduisit Bayle et qu'il se réfugia volontiers du côté de Diderot et de Voltaire, plus volontiers encore du côté des poètes comiques latins. C'est aussi dans le mouvement de son style que Lessing aima la libre pensée, qu'il s'évada hors d'Allemagne. Mais comment fût-ce dans la prose d'un Lessing, la langue allemande parviendra-t-elle à imiter l'allure d'un Machiavel qui, dans son Prince, nous fait respirer l'air sec et subtil de Florence et ne peut se retenir d'exposer des questions les plus graves au rythme d'un indomptable allégrissimo. Non sans prendre peut-être un malin plaisir d'artiste à oser ce contraste, une pensée soutenue, difficile, dure, dangereuse et un rythme galopant, d'une bonne humeur endiablée, qui enfin se hasarderait à traduire Pétrone en allemand, Pétrone qui fut plus qu'aucun musicien, le maître du presto dans l'invention, l'inspiration et le langage. Qu'importe en définitive tous les bourbiers d'un monde malade et mauvais, s'agit-il du monde antique ? Quand on a comme lui les pieds du vent, l'ample souffle, l'ironie libératrice d'un vent qui purifie toutes les choses en les faisant courir. Quant à Aristophane, cet esprit qui complète et qui transfigure l'Antiquité et pour l'amour duquel on pardonne à l'hellénisme tout entier d'avoir existé, à supposer que l'on ait bien compris ce qui exige d'y être absous et transfiguré, je ne sais rien qui m'ait fait davantage rêver sur Platon et sa mystérieuse nature de sphinx que ce petit fait, si heureusement conservé au chevet de son lit de mort, on ne trouve à nulle Bible, rien d'égyptien, ni de pythagoricien, ni de platonicien, mais un Aristophane. Comment un Platon aurait-il pu supporter la vie, une vie grecque à laquelle il disait non, sans Aristophane ? Être indépendant est l'affaire d'un très petit nombre. C'est un privilège des forts. Et qui en prend le risque, fût-ce avec les meilleures raisons, mais sans y être contraint, prouve sans doute qu'il n'est pas seulement fort, mais téméraire jusqu'à l'extravagance. Il s'enfonce dans un labyrinthe, il multiplie par 1000 les périls déjà inhérents à la vie, dont le moindre n'est pas celui-ci, que nul ne voit de ses yeux comment et où il s'égare,
Dans quelle solitude il se fait déchirer où il s'égare. Dans quelle solitude il se fait déchirer, morceau par morceau, par quelques minotaures tapis dans les cavernes de la conscience. Un tel homme vient-il à périr sa défaite à lieu si loin de la compréhension des hommes que ceux-ci ne ressentent rien, n'éprouvent aucune compassion. Et lui ne peut plus retourner en arrière, il ne peut même plus retourner vers la compassion des humains. Il est inévitable, il est même juste que nos plus hautes intuitions apparaissent comme des folies, sinon comme des crimes, lorsqu'elles parviennent indûment aux oreilles de ceux qui ne sont ni faits pour elles, ni prédestinés à les entendre. La pensée exotérique et la pensée ésotérique, que les philosophes distinguèrent toujours en Inde, en Grèce, en Perse, dans les pays musulmans, partout en un mot où l'on croyait à une hiérarchie et non à l'égalité des droits des deux pensées, ne séparent pas tant en ce sens que le philosophe exotérique reste dehors et voit, évalue, mesure, juge les choses de l'extérieur. Le point principal est celui-ci qui regarde les choses de bas en haut, tandis que le penseur ésotérique les considère de haut en bas. Il est des cimes de l'âme d'où même la tragédie cesse d'être tragique. Dans l'hypothèse où toute la souffrance du monde se rassemblerait en une seule masse, qui oserait affirmer que sa vue nous inclinerait nécessairement à la compassion et par là au redoublement de cette souffrance, ce qui est nourriture ou rafraîchissement pour les individus supérieurs devient presque un poison pour une humanité très différente et inférieure. Les vertus de l'homme ordinaire constitueraient peut-être les vices et les faiblesses chez un philosophe. Il se pourrait même qu'un homme supérieur dût dégénérer et mourir à sa propre supériorité pour acquérir les qualités qui obligeraient de le vénérer comme un saint dans le monde inférieur où il serait tombé. Il est des livres qui ont une valeur opposée pour l'âme et la santé, selon qu'ils agissent sur une âme basse et une énergie défaillante, ou au contraire sur une âme haute et une énergie vigoureuse. Dans le premier cas, ce sont les livres dangereux, débilitants, dissolvants. Dans l'autre, d'exaltants appels qui provoquent les plus courageux dans leur sens de leur courage. Les livres, pour tout le monde, sentent toujours mauvais. Une odeur de petites gens s'élève de leurs pages. Là où le peuple mange et boit, même là où il adore, l'air s'empuantit. N'entrez pas dans les églises si vous voulez respirer un air pur. Quand on est jeune, on révère et on méprise sans rien connaître encore de cet art de la nuance, qui constitue la meilleure acquisition de la vie, et comme il est juste, on paie cher d'avoir assené sur les hommes et les choses ni oui ou un oui ou un non catégorique. Tout se passe comme si le pire de tous les goûts, le goût de l'absolu, devait être cruellement tourné en dérision et malmené jusqu'à ce que l'individu apprenne à mettre un peu d'art dans ses sentiments, ou mieux encore, à ne pas repousser l'artificiel comme le font les vrais artistes de la vie. L'esprit de colère et de révérence propre à la jeunesse semble ne pas connaître de repos avant d'avoir si bien falsifié les êtres et les choses à sa convenance, qu'il puisse enfin se déchaîner. En soi, déjà, la jeunesse, c'est quelque chose qui dénature et qui trompe. Plus tard, quand la jeune âme, à force de déceptions cuisantes, finit par se retourner soupçonneusement contre elle, impétueuse et farouche jusque dans sa méfiance et ses remords, comme elle s'en prend à elle-même, avec quelle fureur elle se déchire et se venge de son long aveuglement, comme s'il avait été volontaire. En opérant ce passage, on se punit soi-même par méfiance envers ses sentiments, on fustige son enthousiasme par le doute, la bonne conscience elle-même apparaît comme un danger, comme si elle résultait du camouflage et de la lassitude d'une sincérité plus fine. Et avant tout, on prend parti radicalement contre la jeunesse. 10 ans se passent et on comprend que tout cela était encore de la jeunesse. Durant la plus longue période de l'histoire humaine, on l'appelle la préhistoire, la valeur ou l'absence de la valeur d'une action découla de ses conséquences. On ne tenait pas compte de l'action en soi que de ses mobiles,
mais à peu près comme en Chine de nos jours encore, une distinction ou un opprobre rejaillit des enfants sur les parents, c'était la vertu rétroactive du succès ou de l'échec qui inclinait les hommes à juger d'une action en bien ou en mal. Nommons cette époque l'époque prémorale de l'humanité. L'impératif « connais-toi toi-même » elle était encore inconnue en ce temps-là. Au contraire, au cours des 10 derniers millénaires, l'humanité en est devenue peu à peu une grande région du globe, à juger de la valeur d'une action non plus d'après son effet, mais d'après sa cause. Événement considérable à le considérer dans son ensemble, affinement certain du regard et du jugement, conséquence inconsciente du règne des valeurs, aristocratique et de la foi dans la vertu de la naissance, signe caractéristique d'une période que l'on est en droit de qualifier de morale au sens strict du mot. Tel fut le premier pas vers la connaissance de soi. Au lieu des conséquences, la cause. Quel renversement de la perspective, renversement qui sans doute et sans aucun doute ne fut obtenu qu'au terme de longs combats et de longues incertitudes. Mais du même coup s'annonçait le règne d'une nouvelle et fatale superstition, d'une interprétation singulièrement étroite. On attribua l'origine d'une action, au sens le plus vigoureux, à l'intention dont elle procédait. On s'accorda pour croire que la valeur d'une action résidait dans la valeur de son intention. L'intention passa pour contenir la cause de la préhistoire entière de l'action. C'est dans l'optique de ce préjugé qu'on a cessé presque jusqu'à tous ces derniers temps de louer, de blâmer et de juger moralement et aussi philosopher. Aujourd'hui, cependant, n'en serions-nous pas arrivés à un point où nous devons nécessairement nous résoudre à renverser et à déplacer, encore une fois, les valeurs grâce à une nouvelle réflexion sur nous-mêmes et un nouvel approfondissement de l'homme? Ne serions-nous pas au seuil d'une époque qui conviendrait de qualifier négativement d'abord d'extra-morale ? Aujourd'hui, où tout au moins nous autres, les immoralistes, nous en venons à soupçonner que la valeur essentielle d'une action réside justement dans ce qu'elle est de non attentionnelle, et que son attention tout entière, ce qu'on peut en avoir, en savoir, en connaître par la conscience, appartient encore à sa superficie et à son épiderme, lequel, comme tout épiderme, révèle quelque chose qui dissimule encore plus. Bref, nous croyons que l'attention n'est pas un signe et un symptôme qui exige d'abord d'être interprété, un signe au surplus chargé de trop de signification et qui par conséquent n'en est presque aucune à lui seul. Nous croyons que la morale au sens traditionnel, la morale des intentions, a été un préjugé, un jugement hâtif et peut-être provisoire. Quelque chose du même ordre que l'astrologie ou l'alchimie, mais qui de toute manière doit être dépassé. Le dépassement de la morale, en un certain sens, le dépassement de la morale par elle-même, tel est le mot qui peut désigner ce long travail secret qui était réservé aux consciences les plus fines, les plus probes, mais aussi les plus méchantes d'aujourd'hui, aux consciences qui sont les vivantes pierres de touche de l'âme. Rien n'y fait. Il faut impitoyablement traîner au tribunal et mettre sur la sellette les sentiments d'abnégation et de sacrifice en faveur du prochain, la morale tout entière du renoncement, de même que l'esthétique de la contemplation désintéressée, par le truchement de laquelle l'art émasculé d'aujourd'hui cherche sans astuce à se donner une bonne conscience. Il entre beaucoup trop de ce charme et de douceur dans ces sentiments qui en ont vu le bien des autres et non mon bien, pour qu'on n'ait pas à redoubler de méfiance sur ce point. Ces sentiments, peut-on se demander, ne visent-ils pas à séduire ? Le fait qu'ils plaisent à celui qui les nourrit, à celui qui en profite, aussi bien qu'au simple spectateur, ne constitue pas un argument en leur faveur ? C'est précisément ce qui invite à la prudence. Soyons donc prudents. À quelques points de vue philosophiques que nous nous placions aujourd'hui, c'est encore le caractère spécieux du monde dans lequel nous croyons vivre qui constitue ce que notre œil peut saisir de plus assuré et de plus ferme.
Nous trouvons de multiples raisons qui nous induisent à forger des hypothèses sur un principe d'erreur qui se trouverait dans l'essence des choses. Mais imputer à notre pensée, donc à l'esprit, la fausseté du monde, échappatoire honnête qu'emprunte inconsciemment ou non tout homme, tenir ce monde avec son espace, son temps, sa forme et son mouvement pour une fausse conclusion, ne serait-ce pas une bonne raison d'apprendre enfin à se défier de toute pensée ? La pensée ne nous aurait-elle pas jusqu'ici joué le pire des tours ? Et quelle garantie aurions-nous qu'elle ne continuera pas à faire ce qu'elle a toujours fait ? Très sincèrement, l'innocence des penseurs a quelque chose de touchant, quelque chose qui inspire le respect. Aujourd'hui encore, elle leur permet de se placer devant la conscience en la priant de leur répondre honnêtement. Par exemple, si elle était réelle, pourquoi en somme elle s'écarte si résolument du monde extérieur et autres questions du même genre ? La croyance en des certitudes immédiates est une naïveté morale qui nous horrore, nous philosophes, mais nous devons cesser désormais d'être des individus rien que moraux. La morale mise à part cette croyance est une sottise qui nous fait peu d'honneur. Si dans la vie bourgeoise, une méfiance toujours en éveil passe pour la marque d'un mauvais caractère et donc pour un manque de bon sens, qu'est-ce qui nous empêche, nous, au-delà du monde bourgeois et de ses affirmations et de ses négations, de manquer de bon sens et de dire « le philosophe, plus que personne, a droit au mauvais caractère parce qu'il a toujours été le plus grand dupe de la Terre ?» Il a aujourd'hui le devoir de se méfier, de darder sur le monde, du fond de tous les gouffres du soupçon, le regard le plus mal intentionné. Qu'on me pardonne le sarcasme de cette sombre raillerie. Moi-même, depuis fort longtemps, j'ai appris à penser et à juger autrement des trompeurs et des trompés. Et je garde en réserve quelques nasardes à l'égard des philosophes dont la fureur aveugle s'insurge contre l'idée d'être trompés. Pourquoi pas ? C'est par pur préjugé moral que nous nous accordons plus de valeur de la vérité qu'à l'apparence. C'est même l'hypothèse la plus mal fondée qui soit. Reconnaissons-le, nulle vie ne peut subsister qu'à la valeur d'estimation et d'apparence inhérente à sa perspective. Et si l'on voulait, avec un certain nombre de philosophes, à grand renfort d'exaltation vertueuse et de niaiserie, supprimer complètement le monde apparent, et si vous étiez capable d'une telle opération, il ne resterait rien non plus de votre vérité. Car enfin, qu'est-ce qui nous force à admettre qu'il existe une antinomie radicale entre le vrai et le faux ? Ne suffit-il pas de distinguer des degrés dans l'apparence, en quelque sorte des couleurs et des nuances plus ou moins claires, plus ou moins sombres, des valeurs diverses pour employer le langage des peintres ? Pourquoi le monde qui nous concerne ne serait-il pas une fiction ? Et si l'on objecte qu'à toute fiction, il faut un auteur, ne doit-on pas carrément répondre pourquoi ? Car cet « il faut » n'appartient-il pas lui aussi à la fiction ? Est-il donc interdit d'user de quelque ironie à l'égard du sujet, de l'attribut et de l'objet ? Le philosophe n'aurait-il pas le droit de s'élever au-dessus de la foi qui régit la grammaire ? Tous nos respects aux gouvernantes. Mais ne serait-il pas temps pour la philosophie d'abjurer la foi des gouvernantes ? Ô Voltaire, ô humanitarisme, ô sottise, il y a à dire sur la vérité et à la recherche de la vérité, et quand l'homme s'y prend par trop humainement, il ne recherche que le vrai pour faire le bien. Je parie qu'il ne trouve rien d'ailleurs. Si rien ne nous est donné comme réel, sauf le monde d'appétit et de passion, si nous ne pouvons descendre ni monter vers aucune autre réalité que celle de nos instincts, car la pensée n'est autre que le rapport mutuel de ces instincts, n'est-il pas permis de nous demander si ce donné ne suffit pas aussi à comprendre, à partir de ce qui lui ressemble, le monde dit mécanique ou matériel ? Le comprendre, veux-je dire, non pas comme une illusion, une apparence, une représentation au sens de Berkeley et de Schopenhauer, mais comme une réalité du même ordre que nos passions mêmes, une forme plus primitive du monde des passions.
où tout ce qui se diversifie et se structure ensuite dans le monde organique, et aussi bien entendu s'affine et s'affaiblit, gît encore au sein d'une vaste unité comme une sorte de vie instinctive, où toutes les fonctions organiques d'autorégulation, d'assimilation, de nutrition, d'élimination, d'échange sont encore synthétiquement liées comme une préforme de la vie. En définitive, il n'est pas seulement permis de hasarder cette question. L'esprit même de la méthode l'impose, ne pas admettre différentes espèces de causalité aussi longtemps qu'on n'a pas cherché à se contenter d'une seule en la poussant jusqu'à ses dernières conséquences, jusqu'à l'absurde dirais-je même. Voilà une morale de la méthode à laquelle on n'a pas le droit de se soustraire aujourd'hui. Elle est donnée par définition, dirait un mathématicien. En fin de compte, la question est de savoir si nous considérons la volonté comme réellement agissante. Si nous croyons à la causalité de la volonté. Dans la formative, et au fond, notre croyance en celle-ci n'est rien d'autre que notre croyance en la causalité elle-même. Nous devons essayer de poser par hypothèse la causalité de la volonté comme la seule qui soit. La volonté ne peut évidemment agir que sur une volonté et non pas sur une matière, sur des nerfs par exemple. Bref, nous devons supposer que partout où nous reconnaissons les effets, nous avons affaire à une volonté agissant sur une volonté. Que tout processus mécanique, dans la mesure où il manifeste une énergie, constitue précisément une énergie volontaire, un effet de la volonté. À supposer enfin qu'une telle hypothèse suffise à expliquer notre vie instinctive tout entière en tant qu'élaboration et ramification d'une seule forme fondamentale de la volonté, à savoir supposer sa puissance comme ma thèse, à supposer que nous puissions ramener toutes les fonctions organiques à cette volonté de puissance et trouver en elle, par surcroît, la solution de problèmes de la génération et de la nutrition. C'est un seul problème, nous aurions alors le droit de qualifier toute énergie agissante de volonté de puissance. Le monde vu de l'intérieur, le monde défini et désigné par son caractère intelligible, serait ainsi volonté de puissance et rien d'autre. Et quoi ? Cela ne signifie pas, pour parler vulgairement, que vous réfutez Dieu mais non le diable ? Au contraire, mes amis, et qui diable vous force à parler vulgairement ? Comme il en advint récemment, encore en plein siècle des Lumières, de la Révolution française, cette farce sinistre et superflue si on la regarde de près, mais que les nobles et enthousiastes spectateurs de l'Europe entière qui la suivirent si longuement et si passionnément de loin, interprétèrent au gré de leur indignation et de leur enthousiasme jusqu'à ce que le texte disparût sous l'interprétation. De même, il se pourrait qu'une noble postérité travestit encore une fois le sens de tout le passé et par là en rendit peut-être la vue insupportable. Ou plutôt, n'est-ce pas déjà une chose faite ? Ne fûmes pas nous-mêmes cette noble postérité ? Et ce passé, dans la mesure où nous sommes conscients d'un tel phénomène, n'est-il pas du même coup aboli ? Personne n'admettra aisément qu'une philosophie est vraie pour la simple et bonne raison qu'elle rend heureux ou vertueux. Personne, à l'exception peut-être des excellents idéalistes, qui s'échauffent en faveur du bien, du vrai, du beau, et font nager pêle-mêle dans le marécage de leurs pensées toutes sortes de visées triviales et bien intentionnées. Le bonheur et la vertu ne sont pas des arguments, mais on oublie trop même que les esprits réfléchis oublient que le fait de rendre malheureux ou mauvais ne constitue pas non plus une objection. Une thèse pourrait être vraie, même si elle était nuisible ou dangereuse. Au suprême degré, il se pourrait même que l'existence fût ainsi faite qu'on ne pût que périr de la connaître entièrement, si bien que la force d'un esprit se mesurerait à la dose de vérité qu'il serait capable de supporter au degré où il lui serait nécessaire de la diluer, dissimuler, édulcorer, estomper et fausser. C'est sur ces dernières pensées que je m'arrête. Retrouvez-moi tout à l'heure pour la suite du bien
Au-delà du bien et du mal de Friedrich Nietzsche, en attendant une petite citation à méditer de l'auteur lui-même, à savoir « Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer ». À tout à l'heure pour la suite.